commencer, si vous le voulez bien, par la conclusion ou ce qui s'est passé lors du 32e sommet des pays de la Ligue arabe, un sommet qui s'est déroulé à Jeddah en Arabie saoudite. Et je dirais c'est un sommet, pour entrer directement dans le vif du sujet, je dirais que c'est un sommet mi-figue, mi-raisin. Pardon. C'est un sommet qui se voulait ou qui s'est annoncé rassembleur. Est-ce qu'il a été rassembleur ou pas? Mais voir aussi, est-ce que ce sommet n'a pas apporté une nouveauté? Ce que je pense est le cas. Il a apporté une nouveauté assez révolutionnaire. Et vous allez voir et comprendre que cette nouveauté, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça, et nous en avions parlé ici lors d'une émission sur l'Arabie saoudite. Donc, vous pouvez revenir sur ces émissions-là, et vous verrez qu'on l'avait déjà annoncé ici. Alors, avant de faire un petit peu le bilan de ce sommet, disons qu'il faut revenir sur certains aspects qui ont interpellé. Comme vous le savez tous, l'actualité de ce sommet a été marquée par la réintégration de la Syrie dans le giron des pays arabes. Et ce qui a interpellé beaucoup d'observateurs, c'est lorsque, dans sa prise de parole, le président syrien Bachar el-Assad, on s'attendait qu'il allait avoir un discours conciliant, d'un discours avec donnant espoir au peuple syrien, qu'il allait proposer des ébauches de solutions en ce qui concerne les réfugiés, les Syriens qui ont été obligés de quitter leur pays, d'ouvrir des perspectives de réconciliation politique. Ben, il n'en a été rien, absolument rien. Bien au contraire, le président syrien, dans son discours, euh, il a eu un discours de conquérant, pas agressif, mais un discours sûr de lui, conquérant. Euh, à un certain moment, il a même, si je peux me permettre l'expression, il a même un peu fait du rentre-dedans en expliquant que si la Syrie s'était éloignée des autres pays arabes, c'était pas de sa faute, mais c'était à cause de l'attitude de ces pays arabes, expliquant entre les lignes son rapprochement avec l'Iran. Un autre point qui a été très remarqué dans les 5 minutes de la prise de parole du président syrien, c'est que, eh ben, il n'a fait aucune allusion, il n'a fait absolument aucune allusion à un prétendu rôle de l'Algérie dans ce retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et vous savez très bien qu'il y a eu énormément de déclarations de responsables algériens qui expliquaient que c'est grâce à lorsque je dis responsable algérien, on se rappelle la dernière intervention de Mohamed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères. Et donc, ils expliquaient que c'est l'Algérie qui a permis la réintégration de la Syrie. Même Ayman Abdelrahman, dans son discours d'ouverture, avant de passer le témoin au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, y a fait aussi une référence. Or, il se trouve que le président syrien, le premier concerné, n'a pas eu un seul mot pour l'Algérie. Et là, c'est,
je dirais un peu, c'est la cerise sur le gâteau parce que sur ce sommet-là, l'Algérie s'est ramassée tellement d'humiliation que là, véritablement, ça a été l'humiliation suprême. Après avoir claironné sur tous les toits, insisté lors du 31e sommet de la Ligue arabe qui s'était déroulé à Alger, Tebboune avait insisté qu'il voulait rassembler, qu'il voulait que la Syrie réintègre, il voulait, il voulait, pardon, mais ça rappelle une chanson, excusez-moi. Bon. Donc, entre ce qu'il voulait, ce qu'il a claironné et ce qu'il s'est ramassé, on peut dire que l'humiliation a été énorme en lettres capitales et en gras, s'il vous plaît. Il y a eu aussi, lors de ce sommet arabe, le cas de la Palestine. Là, on a vu que finalement, les pays arabes, ça n'avance pas du tout. On est resté dans les éternelles litanies, sans plus. Il n'y a eu aucune action nouvelle ni encourageante face à l'avenir. Sauf que, alors là aussi, encore une gifle pour le pouvoir algérien, puisque, une nouvelle fois, ont été mis en exergue le rôle du comité al-Quds présidé par le roi Mohamed VI et Beit al-Mal al-Quds dirigé par le royaume. Donc, encore une. Sinon, rien de nouveau pour la question de la Palestine. Énigmatique a été la présence de Zelensky. Zelensky a été l'invité de Mohammed Ben Salman. Jusque encore à aujourd'hui, on n'a pas d'explication véritablement plausible ou convaincante sur la présence de Zelensky. Il y a une explication. Il y a une explication ou des pistes d'explication que je vais partager avec vous, mais je vous dirais que c'est des spéculations, il n'y a aucune certitude. Dimanche, aujourd'hui, a eu lieu en Arabie Saoudite une importante réunion entre des responsables américains, des responsables indiens, saoudiens et émiratis. L'objet de cette réunion, cette réunion a un volet sécuritaire, mais c'est aussi une réunion pour un projet très ambitieux et très important qui est celui de l'établissement d'un réseau ferroviaire entre l'Inde et les pays arabes, les pays du Golfe. Et vous vous souviendrez aussi que ici même, on avait parlé qu'il y a sur la table de travail un projet ferroviaire visant à relier la capitale égyptienne, le Caire, à la ville de Tanger dans le nord du Maroc. Alors, il y a une complémentarité. Et ça veut dire que il y a de la suite dans les idées. Et ça, il faut le garder dans une perspective de futur. Et de se dire, attention, il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Donc là, il y a une certaine reprise, je dirais, des contacts entre les Saoudiens et les Américains. Il y a aussi le fait que Mohamed Ben Salman ait accueilli Zelensky, c'est aussi pour rassurer un peu le camp européen et de dire nous ne sommes pas alignés sur la Chine ou la Russie, mais nous parlons à tout le monde. Et parler à tout le monde, c'est inviter Zelensky pour qu'il donne son point de vue. Après, l'intervention
de Zelensky est très certainement restée ce qu'elle a été, une intervention sans plus. Il y a aussi une autre explication. Et cette explication est très importante et je pense qu'il faudra qu'on y consacre pour expliquer certains tenants et aboutissants. Cette explication, ou cette explication, c'est que la réintégration de la Syrie n'a pas été uniquement politique, mais qu'il y a eu des accords qui ont été négociés. Parmi ces accords, et là, c'est plusieurs sources qui le confirment, c'est l'accord de la Syrie pour le passage par son territoire d'un gazoduc qui proviendrait du Qatar en passant par l'Arabie saoudite, bref, en traversant les pays du Golfe. Et ça, c'est un vieux projet qui datait avant le printemps arabe. Et juste un peu pour vous donner une idée, si la Syrie a été déstabilisée en 2011, c'est justement parce qu'elle avait refusé ce projet de gazoduc, de pipeline. Je ne me rappelle plus sincèrement si c'est uniquement gaz ou gaz et pétrole. Et Bachar al-Assad, à l'époque, avait préféré le projet équivalent iranien. Et là, on comprendra, on en parlera pour expliquer dans le détail comment est-ce que la Syrie a été déstabilisée et comment est-ce que la Syrie est arrivée à la situation d'aujourd'hui. Il y a eu aussi le fait que, et ça a retenu l'attention de certains qui ne suivent pas réellement, qui ne suivent pas vraiment les sommets arabes, c'est que donc certains ont remarqué que durant la plénière, le Maroc, via le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, n'a pas pris la parole. Et ceci, finalement, n'a rien d'étonnant pour, je dirais, pas les initiés, mais pour ceux qui suivent l'actualité de la Ligue arabe. Ça n'a pas étonné. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas eu deux sommets de la Ligue arabe. Il n'y a pas eu un seul sommet. Il y en a eu deux. Un officiel qui s'est déroulé le 19 mai, mais un autre officieux qui s'est déroulé quelques jours auparavant. Et vous vous rappellerez aussi que avant les réunions réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, il y avait eu plusieurs réunions consultatives sur la réintégration de la Syrie. Il y avait eu une réunion en Arabie saoudite et une autre réunion en Jordanie. Et c'est lors de ces deux réunions-là que véritablement le cas de la Syrie a été traité. Des réunions auxquelles, je rappelle, l'Algérie n'a absolument pas été associée, alors que le Maroc, même s'il n'était pas présent, était tenu au courant des évolutions dans le détail. Et bien, c'est justement ce deuxième sommet qui devrait retenir l'attention. Donc, comme je disais, quelques jours avant le 19 mai, date de la plénière du 32e sommet, s'étaient réunis les ministres des Affaires étrangères du Maroc, de l'Égypte, de la Jordanie, du Royaume d'Arabie saoudite et du Bahreïn. Et c'est véritablement lors de cette réunion, de ce sommet officieux, que les véritables décisions ont été prises en comité restreint, et à partir de là,
pour le moment, on n'a pas véritablement d'informations fiables sur ce qui s'est dit. On le saura probablement dans les semaines qui viennent, mais ce mini-sommet a énormément retenu l'attention. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je vous disais tout à l'heure que le sommet de Jeddah était un sommet mi-figue, mi-raisin. Si on veut parler de l'aspect politique de ce sommet, on peut considérer que c'est un échec, qu'à part le retour de la Syrie, et encore, puisqu'on a vu dans quelles conditions il s'est fait, le sommet n'a pas traité, lui non plus, de la condition des réfugiés, de la recomposition du champ politique, etc. Et mi-raisin, enfin, mi-figue, mi-raisin, il y a une autre, il y a un autre aspect que je pense où ce sommet est innovateur. Innovateur puisque dans la déclaration de Jeddah et sur le sixième et septième point, ce, euh, ce sommet a innové. A innové puisque aujourd'hui, il parle de développement durable, d'échanges commerciaux, d'investissements, etc. Et donc, c'est ça aussi dont on avait parlé précédemment dans d'autres émissions. Il semblerait que finalement, ce sommet, dorénavant, et là, il faudra voir l'année prochaine, Inch'Allah, lors de la 33e euh, édition qui devra se dérouler à Bahreïn, on verra si ce sommet confirme cette inflexion pour devenir un sommet beaucoup plus économique que politique. Alors, je rappelle ici quelle est cette théorie. Ben, cette théorie, elle veut la chose suivante. C'est développer les relations économiques entre les pays arabes et faire que les échanges économiques soient si importants qu'on arrive à un niveau où les échanges économiques prévalent sur les relations politiques, ou plutôt sur les différents politiques. Pour vous donner une idée beaucoup plus claire, c'est un peu ce que fait déjà le Maroc depuis longtemps. Le Maroc, depuis plusieurs années, entretient des relations commerciales, économiques avec certains pays, malgré le fait qu'ils reconnaissent officiellement la milice terroriste du Polisario. Et nous avons un exemple flagrant qui est le cas du Nigeria. Malgré la reconnaissance du Nigeria et l'existence de liens entre le Nigeria et les miliciens du Polisario, ceci n'empêche pas le Maroc d'avoir des projets en commun avec le Nigeria. Et là, en termes de projets, si on ne devait en retenir qu'un, ben on retiendrait ce fameux gazoduc qui doit relier le Nigeria au Maroc en passant par une douzaine de pays. Et donc maintenant, c'est un peu cette attitude qui semble dorénavant être adoptée par les pays arabes, c'est développer les relations économiques interarabes, développer les échanges commerciaux, arriver à un certain moment où ces échanges seront tels qu'ils auront la primauté absolue, la priorité sur les aspects politiques et que les aspects politiques soient relégués à un second rang et ne puissent pas entraver ou empêcher des relations normales entre les pays. Et je pense que c'est cet aspect qui est très important. Et je vous recommande de revoir l'émission où on avait parlé de ce projet économique du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, un projet stratégique d'investir dans de nombreux pays. Donc, c'est un peu ça ce que je pense qu'il faut retenir de ce sommet
Ça n'a pas été un sommet rassembleur. On retient la réintégration de la Syrie et probablement depuis ce sommet de Jeddah, les prochains sommets auront très certainement une connotation plus économique que politique. Un dernier mot sur la politique arabe. Aujourd'hui a été signé en Arabie saoudite grâce à une médiation saoudienne et à une supervision américaine, un accord de cessez-le-feu entre l'armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide, un accord de cessez-le-feu qui doit intervenir dès demain lundi et qui devrait, dans un premier temps, durer 7 jours, une durée qui devrait être renouvelable automatiquement.